On nous traite comme des pop stars, mais on se considère pas comme des pop stars, c'est quelque chose qui se mérite. Je suis un compétiteur, j'aime ça. Quand j'ai commencé, moi, dans la musique, je voulais marquer mon époque, ma génération. Quand je danse, quand tu danses. La version de Jean-Jacques, elle avait été 2e ou 3e au plus haut dans le top, et la mienne se retrouve au numéro 1 pendant 12 semaines, c'était dingue. Robin des Bois, dans l'histoire des comédies musicales, sur une première exploitation, reste celle qui a battu le plus de records. Je rencontre will.i.am à l'époque, je chante avec Nelly Furtado qui est produite par Timbaland, etc. Et donc je rencontre plein d'artistes internationaux qui étaient chauds pour travailler avec moi, et moi c'était mon rêve. Quand en 2008 mon album marche pas et que mes salles sont à moitié remplies, je me dis c'est pas possible, j'ai Timbaland, j'ai des gros sons, enfin c'est pas possible. Et en fait l'anglais en France ça passe pas. Surtout quand t'es français, c'est-à-dire qu'en France c'est pris un peu comme une trahison. Faut aimer se remettre en question quand tu veux durer, peu importe le domaine. Parce qu'il y a ce défi en fait qui se profile devant toi et tu dis bon ça on a fait, ok c'est bien, mais qu'est-ce que je peux faire de nouveau maintenant? Je le dis toujours sur scène, le public c'est comme une histoire d'amour, ça s'entretient la flamme. Si tu fais toujours la même chose et que tu commences à rentrer dans une routine, bah c'est comme dans un couple, ta femme elle va aller voir ailleurs. Comment on trouve la bonne frontière entre renouveler mais en même temps avoir ton ADN? Bah déjà... Bon Matt, je suis vraiment content que tu sois là. Plaisir partagé. Tu as pop-up plein de fois dans les algorithmes sur mon téléphone là, sur les applis, et donc non, je suis content de le faire. Moi aussi je suis très content, je trouve ça vraiment ouf ton parcours sur plusieurs années. Je voyais la petite vidéo de toi qui a 17 ans qui dit ta définition de ce que c'est une pop star qui est de durer, d'avoir de la discipline. Je trouvais que c'était ouf t'as 17 ans d'avoir cet état d'esprit là. On nous dit vainqueur de pop stars, on nous traite comme des pop stars, mais on se considère pas comme des pop stars, c'est quelque chose qui se mérite. Ça se fait sur la durée, c'est à nous de confirmer, à travailler pour, et montrer aux gens que justement on est des artistes. C'est à nous de montrer au public qu'on n'est pas là par hasard, et on veut justement leur montrer tout ce qu'on a à leur donner, quoi. T'aurais pu dire pop star, c'est d'avoir toutes les filles qui ouais. Non, ça c'est le côté fils de mineur, tu sais, petit-fils de mineur. C'est le travail. Comme j'ai fait aussi beaucoup de sport à haut niveau chez les jeunes, dans le foot quand j'étais plus jeune, il y a toujours eu ce truc de on travaille, on s'entraîne dur, on a la rigueur, la discipline pour mériter sa place le week-end, tu vois. Donc moi tout de suite je savais que quoi qu'il arrive, d'avoir du succès dans quelques domaines que ce soit, ça passait avant tout déjà par la rigueur, la discipline, la remise en question et ces choses-là. Et ça représentait quoi pour toi l'idée de durer dans le temps? L'idée de durer dans le temps, pour moi déjà c'était quand on me dit ça à 17 ans, tu vois, quand on me parlait déjà de carrière ou de choses comme ça, c'était déjà de se fixer des objectifs en fait, à moyen, court et à long terme, tu vois. C'est un truc important d'être un peu la big star. Par exemple, Tony Parker, il me disait que il voulait marquer l'histoire de son sport. Donc tu sais, c'est un big goal, quoi. Ouais, moi en fait quand je commence, évidemment je commence avec un groupe quand je gagne Popstar, mais dans ma tête déjà je sais que mon but c'est de finir en solo. Okay. Ça je le sais parce que tous les artistes qui m'ont inspiré c'était toujours des artistes des solos, c'était pas les groupes ont fait partie évidemment un peu de mon éducation musicale, mais vraiment j'ai été fan de Michael Jackson et Usher à l'adolescence, et donc vraiment c'est les deux artistes qui m'ont influencé, et donc pour moi je me voyais tout seul sur l'affiche et avec mes visuels, mes idées. J'ai très vite compris, en fait, en sortant de Popstar, en étant en studio et en devant toujours concilier avec les avis des uns et des autres dans le groupe, que c'était pas pour moi, j'avais besoin d'être maître à bord. Donc là, ça veut dire quoi, du coup, pour toi, être solo? C'est que tu peux tout maîtriser de A à Z? Tout contrôler, tout maîtriser. Je peux prendre la direction qui me chante, en fait. Et j'ai pas besoin de prendre l'avis des autres. Et ça, c'était important pour moi, surtout déjà en tant que passionné de performance, de danse, de show. Il y a comme des artistes qui se considèrent comme des interprètes, pas des auteurs-compositeurs. Moi, je suis pas j'ai écrit et composé plein de chansons, mais je me considère pas comme un vrai auteur-compositeur. Moi, mon métier premier, c'est d'interpréter et de jouer et de danser et de performer. Et donc, j'ai toujours eu aussi envie d'avoir cette liberté de me dire, je peux être dans un style sur mon album, puis après partir sur une comédie musicale, faire de la variété pop, etc. Puis faire un album de reprise. Pour arriver à comprendre Matt Pokora, qu'est-ce que j'ai besoin de connaître de ton histoire, de ce qui t'a façonné dans ton enfance pour arriver vraiment à comprendre qui t'es, au-delà de le personnage public? J'ai été élevé
par des parents qui avaient été élevés un peu à la dure. Mon grand-père maternel était militaire de carrière, donc assez... voilà, ça filait droit et puis tout était très organisé. Enfin, on se lève à telle heure, on mange à telle heure, on peut pas manger entre les repas. Le goûter, c'est à telle heure. Tu vivais bien ? Ouais, moi toujours, et ça fait partie de ce grâce à quoi aujourd'hui aussi je suis là. C'est cette rigueur, cette discipline, cette organisation, ce truc assez carré. J'ai un papa qui était VRP, il était professionnel de foot dans sa première carrière, et après il a été VRP, donc il a bossé pour des grandes marques. Que ce soit Mizuno, Coq Sportif, Speedo, etc. Où ils vendaient la marque dans l'Est de la France, puisqu'à l'époque, comme il n'y avait pas Internet, tu présentais pas les collections où tu envoyais un fichier et le mec, il voyait tout. Fallait aller sur place, montrer les collections, présenter les chaussures, etc., les baskets, les vêtements. Et donc, mon père était beaucoup sur la route, mais c'était quelqu'un de très ponctuel. Et en fait, quand il appelait à la maison et qu'il disait je rentre demain à 14h, je savais qu'avec mon père, je pouvais être à la fenêtre à 14h ou à partir de -5, je restais 5 minutes devant la fenêtre et qu'il allait arriver dans les 5 minutes. Je savais qu'il était toujours à l'heure. En fait, moi, si tu veux, c'est quelque chose qui définit aussi ce que je suis. C'est cette éducation, c'est ces modèles que j'ai eus. Et pourquoi c'est important pour toi d'arriver à l'heure ? Ma mère. En fait, c'est une forme de respect pour moi. Et puis le retard pour moi était synonyme de déception si mon père arrivait en retard, parce que j'attendais impatiemment qu'il rentre, et si je devais attendre un peu plus, c'est que d'un coup je me dis je vais pas attendre éternellement et je dois retourner faire mes devoirs ou quelque chose. C'était un moment de déception pour moi de pas le voir arriver, et donc ça, c'est vrai que la ponctualité pour moi c'est quelque chose de primordial. Et comment tu gères le côté, de ce que j'ai l'impression, tu as l'air vraiment d'être exigeant. Tu vois, je voyais un docu sur Beyoncé qui était vraiment sur plein de détails en mode... moi, ça m'inspirait de voir son niveau d'obsession pour faire un show incroyable. Tu as l'air d'être un peu comme ça. Je voyais dans une interview que des fois, entre deux chorés, tu vas dire, tiens, il y a telle personne, il a pas tel jean, ou je sais plus l'exemple que tu prenais. Ouais, des bijoux, des trucs. Quand je dis on n'a pas le droit aux bijoux sur scène, ou alors un certain type de bijoux, on n'a pas le droit. Et que je suis en train de danser ce truc et je vois un danseur, je vois une boucle ou je vois une grosse chaîne autour du cou, un truc, moi je vois tout en fait. Je vois la lumière qui s'est pas allumée, je vois le danseur qui arrive en retard, j'entends le musicien qui m'a pas fait le roulement ou le truc sur lequel d'habitude j'ai un petit geste qui accompagne la musicalité, tous ces trucs là. Et je vois tout, je peux te dire tout ce qui se passe sur scène, des danseurs aux musiciens à il y a une dalle de LED dans le grand écran qui marche plus derrière, il y a une lumière qui est pas partie à tel moment, il y a un couple, ils sont trop mignons devant, il y a je vois comment tout. Tu fais pour t'entourer de gens qui mettent la barre au niveau où toi tu la mets? Comme je dis, en fait, c'est à toi aussi de montrer la voie. Enfin, moi, je m'entoure aussi souvent de danseurs de la nouvelle génération. Donc, en fait, je les entraîne un peu dans cette rigueur, dans cette discipline, dans cette exigence. C'est pas tout de suite qu'ils sont comme ça, mais ils le deviennent après et ils comprennent aussi pourquoi. Et pourquoi ça fait si longtemps que ça dure pour moi aussi, c'est parce qu'il y a ce travail, cette exigence, ce respect du public, cette passion aussi de la scène, mais aussi cette passion de se remettre en question. C'est une passion de se remettre en question. J'aime ça. Faut aimer se remettre en question quand tu veux durer, peu importe le domaine. Faut pas que ce soit une obligation, faut que ce soit aussi un kiff de dire maintenant on remet les compteurs à 0. Et ça j'aime bien. C'est ça j'aime bien, c'est un challenge. C'est un challenge parce que il y a ce défi en fait qui se profile devant toi et tu dis ça on a fait, OK, c'est bien, mais qu'est-ce que je peux faire de nouveau maintenant? Quel voyage on peut aller faire là où je peux emmener le public où on n'est pas encore allé? Je le dis toujours sur scène, le public c'est comme une histoire d'amour. Ça s'entretient la flamme. Et si tu fais toujours la même chose et que tu commences à rentrer dans une routine, c'est comme dans un couple. Ta femme, elle va aller voir ailleurs. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va arriver avec séducteur, machin, un truc, et c'est tout nouveau, c'est tout beau. Et puis toi, tu es un peu dans ta routine, tu as laissé le truc s'endormir, et c'est comme ça que ta femme va voir ailleurs, ton homme va voir ailleurs, etc. Et donc, pour moi, c'est un peu comme ça que je conçois la relation avec le public. C'est comme une histoire d'amour, faut jamais la laisser retomber, en fait. Donc tu cherches quoi? Tu cherches à les surprendre? À les surprendre. Tu veux te mettre en danger?
Oui, oui, ça c'est sûr. Quand je fais un album de Claude François, la première chose à laquelle je pense, c'est le danger, c'est la mise en danger et le risque que je prends d'aller à des années-lumière de mon répertoire et d'aller sur un truc déjà qui est tellement culte que les gens, je sais aussi qu'il va y avoir tous les gens qui vont m'attendre comme ça. Et donc, mais j'aime ça. C'est excitant en fait. C'est stimulant de se dire ouais, tout le monde sera pas d'accord. Et tout le monde au premier abord va un peu faire un pas en arrière. Mais c'est les succès où il y a le plus de satisfaction au final. Ça devenait d'où d'ailleurs cette idée? Est-ce qu'elle est vraiment hors case par rapport à Ouais, Claude François, c'est sûr que sur le papier, la première fois, quand je commence à annoncer à mon entourage et les gens qui me côtoient, c'était un peu... la première action, c'est « Attends, mais c'est la musique de nos darons, ça !» C'est le truc qu'on fait dans les mariages où si je vois pas trop le rapport. Et en fait, moi, pourquoi... C'est un peu le premier avis que j'avais sur Claude François, en fait. Pour moi, c'était ce que j'entendais avec mes parents dans les mariages, dans les fêtes de famille, etc. Et c'était vraiment un truc un peu plus... un peu trop popu pour m'intéresser. Et en fait, je me suis rendu compte en m'intéressant à la carrière du monsieur et en voyant son biopic, le film, je me suis trouvé plein de similitudes en fait. Je me suis dit, mais je pense que si j'avais dû opérer dans les années 60, 70, je pense que j'aurais eu les mêmes influences que lui. J'aurais regardé les James Brown et tous les artistes américains et les Sinatra, etc. Et que c'est ces gens-là qui m'auraient inspiré et j'aurais sûrement fait la même chose, en fait, si j'avais été né à cette époque-là. Et donc je me suis dit, il y a un truc intéressant à aller chercher et à me dire, si Claude François était là aujourd'hui, comment ferait-il les choses? Quand tu t'annonces ça, mais en fait, tu te dis pas, mais ça se trouve, je vais complètement aller dans le mur, je vais foirer, ça va être un bid national. Non, alors moi, je sais au moment où je prends cette décision, je sais pertinemment que je vais faire les choses à 2000%. Je sais pertinemment que le concept Clo-Clo, je vais l'embrasser et je vais me mettre corps et âme dedans et je vais aller prendre, tu vois, on a fait appel à Jean-Paul Gaultier pour les tenues, on a réédité le magazine Podium et on l'a fait dans un mode un peu Vogue, magazine Vie, etc. Un truc un peu quali et vraiment j'ai fait en sorte que tous les codes soient respectés mais soient actualisés et poussés encore plus vers le côté pointu. Et donc je savais que moi personnellement j'avais aucun doute sur ce que j'allais présenter. Après, quand tu fais un album de reprise ou une reprise, il y a toujours 2-3 semaines, c'est grosse zone de turbulence, les 2-3 premières semaines. C'est-à-dire... Tu lances le projet, et tout le monde, parce qu'en fait tu changes les codes, tu changes la musicalité, tu changes les codes, donc tout le monde sont habitués à un classique. Ah non, comment ça, truc et tout. Et en fait, au bout de 2-3 semaines, les gens commencent à s'habituer. Et puis après, t'as l'album qui sort et t'as les résultats qui sont incroyables. Et les gens se disent, ah bah, ok. Ah, c'est trop drôle ça. Et ça m'avait fait ça sur la reprise de Jean-Jacques Goldman, Un Acte manqué à l'époque. Donc les gens au début sont en réaction. Sort au début, ouais, non, mais comment on touche pas un classique et tout. Et après, en fait, tu te rends compte que t'es numéro 1 du top pendant 12 semaines. Et après, en fait, tu te rends compte qu'il y a toute une génération qui a redécouvert ce titre grâce à toi, puisqu'ils étaient un peu trop jeunes dans les années 80 quand c'était sorti. En fait, faut prendre la chose différemment, de se dire... ça permet à un répertoire de perdurer et de revivre au travers d'une nouvelle génération. Et j'y connais rien, ça marche comment une reprise? Tu dois demander l'autorisation? Non, une reprise, quand tu respectes la mélodie et le texte, quand tu ne changes rien de la mélodie et du texte, t'as absolument rien à demander. Moi, je l'avais fait, évidemment. C'est la moindre des choses pour moi de me dire, quand je fais une reprise, je demande quand même au chanteur et à l'auteur-compositeur d'origine si ça lui va, s'il s'y retrouve quand même. Et à l'époque, j'avais envoyé À nos actes manqués à Jean-Jacques Goldman. T'es stressé quand tu lui envoies ça? Bien sûr que je suis stressé. Parce qu'à l'époque, je l'avais jamais croisé, moi. Ah ouais. J'étais pas encore dans les enfoirés et tout, donc je l'avais jamais croisé. À la maison, on n'a pas eu beaucoup d'artistes français chez moi en grandissant. Et j'ai eu Cabrel, Goldman. Et sinon, c'était Dire Straits, Genesis, Phil Collins, tout ça. Et donc, du coup, j'ai une vraie admiration pour lui et pour ses chansons. Et du coup, quand je lui envoie À nos actes manqués, je me dis, j'espère d'une qui va pas dire ah non, ça ne me plaît pas. Juste pour me projeter, t'es face à ton ordi, t'es en train de faire un mail, ça se passe comment? Ouais, je fais un mail, et je lui dis mon admiration, l'admiration que j'ai pour lui.
à quel point il a influencé carrière. ma vie, ma carrière et mon oreille musicale, en tout cas pour tout ce qui était sur le côté francophone. Tu le fais relire ton mail à quelqu'un ou pas? Ouais, quand même. Ouais, je le fais lire à mon associé Thierry, avec qui je travaille depuis mes débuts. Et du coup, je lui envoie le son en disant voilà, j'ai fait un titre, j'ai mis telles influences dedans, c'était un peu afro-caribéenne, etc. Et je dis voilà, je voulais savoir si avant de sortir quoi que ce soit, si ça ne vous dérangeait pas. Enfin, je sais plus exactement ce que je dis. Et puis lui, dans sa réponse, ce qu'il me dit, c'est déjà il me vous voit. Alors ça m'avait choqué parce que je me dis mais je suis tout petit par rapport à lui, il pourrait me tutoyer. J'ai 25, à l'époque j'ai 2011, j'ai 25 ans au moment où je le sors. Et il me voit et il dit je suis toujours très honoré de voir mes chansons reprises, que ce soit par des artistes ou dans les cours de récré. Et votre version me semble fidèle à l'original, mais en même temps actuelle. Belle route à vous. En gros, bonne chance avec ce titre, quoi. Et donc, une fois que j'ai eu un peu sa bénédiction, on a sorti le titre. Et puis après, on était 12 semaines numéro 1. Et ce qui est mignon comme anecdote aussi, c'est que la version de Jean-Jacques, je crois qu'elle avait été 2e ou 3e et, au plus haut dans le top, et que la mienne se retrouve numéro 1 pendant 12 semaines. Donc, c'était c'est dingue. C'était magnifique, quoi. C'était un peu plus de 20 ans après, quoi. Donc, c'était dingue. Tu parlais des Restos du Cœur, là, tu l'as fait récemment, hein, je crois. Ouais, je suis revenu, là. Ça faisait 6 ans que je l'avais pas fait. C'était comment en fait pour toi? De revenir? Ouais, ça se passe comment en fait? Déjà, de revenir, c'était. Pour être honnête, j'appréhendais un peu le fait qu'il y ait un vrai renouvellement de génération au sein des Enfoirés. Donc, c'est quoi la peur donc, du coup? J'appréhendais un peu le fait de plus retrouver l'énergie d'avant, où il y avait quand même un peu nos anciens qui amenaient quelque chose, tu sais, les Maxime Le Forestier, etc. Enfin, de plus avoir la génération d'au-dessus, ou même Pascal, Obispo et tous les gens avec qui moi je suis rentré. Tu vois, Jean-Jacques. Ils amenaient quoi dans le sens de faire rire? Non, mais c'est au-delà de ça, c'est plus, tu sais, t'avais ce... T'as les darons, quoi. Ouais, t'avais tes grands, quoi. Tu vois, t'avais comme on dit, nos grands. Et en fait, en revenant... en fait, je trouvais ça super sympa aussi parce que c'est notre énergie, notre dynamique sur scène. Du coup, c'est marrant aussi parce que je fais partie maintenant des anciens. Je fais partie des grands. Donc c'était marrant aussi d'apprendre à connaître d'autres artistes que j'avais pas croisés plus que ça, tu vois, comme Santa, des artistes comme ça avec qui j'avais pas eu l'occasion vraiment de me poser, de discuter. Et donc non, c'était bon de retrouver ça. Et puis, évidemment qu'on aimerait s'en passer, on aimerait ne pas avoir à le faire, ce serait bon signe. Mais quand on voit encore le succès qu'a eu cette édition cette année, où c'est peut-être, je crois, un des plus gros succès depuis sur les 10 dernières années. Et c'est quoi, par exemple, un moment dans tout ce que tu as vécu là qui t'a touché particulièrement? Là, aux Enfoirés? Ouais. C'est de voir aussi le renouvellement de génération dans la salle. C'est de se dire que, évidemment, il y a les fidèles, ceux qui sont là depuis longtemps, mais en fait, il y a une nouvelle génération qui est aussi concernée pour ça et qui comprend aussi l'importance des Restos du Cœur, de ce concert des Enfoirés et du soutien, voilà, pour tous ces millions de personnes qui bénéficient en fait des restos et des repas chaque année. Et évidemment, je pense que la crise dans laquelle on est et qu'on a traversé aussi sur les dernières années après Covid, etc., je pense que ça a fait prendre conscience, il y a beaucoup de gens qu'il fallait serrer les coudes, quoi. C'est quoi, par exemple, des exemples de mise en danger dans ta carrière qui étaient pas... Déjà d'aller faire Robin des Bois alors que je remplis des salles tout seul. D'aller me remettre dans une comédie musicale, c'est la première réaction pareille de tout le monde. À l'époque où je sors d'une tournée où j'ai rempli 2 fois Bercy, 3 Zénith à Paris, je remplissais toutes les salles, et que je prenne la décision d'un coup de repartir dans une comédie musicale au milieu de 50 artistes,
tout le monde s'est dit mais pourquoi il fait ça? Normalement on sort d'une comédie musicale, on explose et on fait une carrière solo et on remplit les salles. Donc, Lui il fait l'inverse, parce que c'est un défi, parce que je suis un passionné de scène et je me suis dit mais c'est quand même là où tu réunis tous tes kiffs. C'est quoi tes kiffs? Se mettre dans la peau d'un personnage, enfiler un costume, raconter une histoire, jouer la comédie, chanter, danser, faire des combats, faire des acrobaties, enfin il y a tout, tu vois. Je me suis dit non, c'est le kiff déjà je suis un mec de sport d'équipe, j'ai commencé avec le foot, donc j'aime les aventures d'équipe, j'aime partager des choses avec mes équipes. Quand on est en tournée, j'emmène mes équipes au cinéma, quand on est sur une journée off, on va faire du bowling, on va faire des trucs, on va partager des choses ensemble. J'aime vivre l'aventure en équipe. Moi je mange au catering avec mes équipes techniques, avec tout le monde, je mange pas dans ma loge au calme, etc. Moi jusqu'à 25 minutes du début du show, vu que je suis pas quelqu'un de stressé, tu vas me voir dans les couloirs rigoler, jouer à la play avec des techos ou des danseurs, aller être en train de jongler avec un ballon de foot sur le parking avec les équipes. Enfin moi j'ai besoin de partager et de vivre des choses en aventure. Donc la comédie musicale c'était ça aussi, de vivre un truc en équipe, et puis aussi ce défi de se dire bah voilà, il y avait un personnage, Robin des Bois, qui quand même résonne fort dans la tête de beaucoup de gens et de beaucoup de générations, et je me suis dit voilà, c'est excitant de jouer un personnage comme ça. Et puis voilà, bah on a marqué notre époque, puisque sur une première exploitation c'est-à-dire un Paris-Province, d'habitude comédie musicale ça dure sur 2 ans, c'est Paris-Province, retour Paris. Là on a fait Paris-Province, c'est les records. Il n'y a pas une comédie musicale, même des années 2000 et tout, qui ont fait nos chiffres. Et ça, on n'en parle pas assez. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup des légendaires Notre-Dame, 10 Commandements, qui sont Starmania, qui sont exceptionnels. Mais Robin des Bois, dans l'histoire des comédies musicales, sur une première exploitation, reste celle qui a battu le plus de records. Ça te fait quoi ça? Là, je sens Moi, j'adore, on en parlait parce du que je suis un côté compétiteur. Je suis un compétiteur, j'aime ça. Comme je le dis, quand j'ai commencé, moi, dans la musique, je voulais marquer mon temps. Je voulais marquer mon époque, ma génération. Et évidemment que, comme un sportif qui veut gagner des titres en collectif, mais qui veut être aussi ballon d'or, un footballeur, ben c'est un peu ça, tu vois. J'ai envie de vivre des aventures incroyables, de faire rêver les gens et tout, mais je veux aussi, à titre personnel, marquer mon époque. Et je savais que ça se passait aussi de toute façon, quoi qu'il arrive, par la longévité. Tu peux me raconter justement dans cette longévité, dans ces 20 ans, des moments où justement c'était plus dur au niveau de ton succès, où tu avais l'impression que c'était plus difficile. Comment tu le vis et comment tu te réinventes dans un moment comme ça? Alors j'ai eu la chance de ne connaître qu'un vrai creux de la vague en 20 ans. Okay. C'était mon album anglais en 2008. Okay. Donc je sortais de mes 2 premiers albums solo, alors et les Link Up sortis de Popstar, puis mes 2 premiers albums solo qui cartonnaient, je gagnais mes récompenses, etc. partout. Je remplissais ma première tournée, mon premier Bercy, Olympia, Zénith. Tout allait bien. J'étais la nouvelle petite poule aux œufs d'or pour les maisons de disques. Et là, je décide de faire mon album en anglais. Encore une fois, c'est une décision que je prends seul. Hein. Un challenge. Tu vois, c'est un challenge parce que je rencontre will.i.am à l'époque. Je chante avec Nelly Furtado qui est produite par Timbaland, etc. Et donc, je rencontre plein d'artistes internationaux qui me disent « Ah, mais c'est cool ce que tu fais de chanter, danser en France et tout. On n'avait pas l'habitude de voir des mecs faire ça et tout quand on venait faire des plateaux, etc. » Et donc, je commence à faire des contacts et à avoir des gros producteurs américains qui étaient chauds pour travailler avec moi, et moi c'était mon rêve, c'est des gens que j'écoutais depuis des années et qui me faisaient rêver, et donc je veux réaliser mon rêve, et en même temps je me dis mais pourquoi pas tenter en anglais, la seule chose qu'on rate est celle qu'on ne tente pas, c'est ma devise, je l'ai lu dans un livre de Paul-Émile Victor que j'avais lu au collège. Et donc voilà, la seule chose vouée à l'échec est celle qu'on ne tente pas. Et donc moi je me dis bah voilà, je vais essayer, on va faire un album en anglais, on verra si j'ai les bonnes collabs, ça pourra peut-être partir, etc. Et t'as peur de si ça fait un bid, parce que les médias par exemple ils adorent ça. Alors moi dans ma tête le bid est impossible. Okay. Au moment où j'y vais, dans ma tête c'est impossible, c'est pas possible. T'as une grosse confiance que ça va marcher. Bah je me dis c'est pas possible, j'ai Timbaland, j'ai j'ai des gros sons, enfin c'est pas possible. Et en fait l'anglais en France ça passe pas, surtout quand t'es français, c'est-à-dire que en France c'est pris un peu comme une trahison. Okay. De chanter en anglais quand t'es français, tu vois, et surtout quand t'as déjà en fait cartonné en français avant. C'est surtout ça. Si t'es venu et t'as commencé en anglais, c'est autre chose. Mais là, et un peu, j'ai envie de dire, mon ambition a été prise pour de la prétention à l'époque.
Et c'est comme ça qu'elle a été un peu traitée dans les médias. Surtout les médias qui ont donné un peu le ton un peu négatif à cet album. Et il y a pas mal de médias qui m'ont fait passer pour quelqu'un qui avait le melon, qui avait trop d'ambition, qui machin, etc. Et tu le vis comment, toi, à ce moment-là? À l'époque, je suis déçu parce que j'ai 23 ans. Je me dis, putain, il y a un gamin de 22, 23 ans qui vient de travailler avec les plus gros producteurs de la planète. Plutôt que de faire cocorico et de pousser et d'être fier et tout, je m'attendais à ça. En fait, non. J'avais l'impression que les médias m'attendaient plus en mode, ah, il revient avec Timbaland et les plus gros producteurs. Allez, on va voir ce que ça va donner. Et moi, je me dis, mais non, c'est pas ça qu'il faut faire. Faut dire cocorico, pousser le truc à fond pour faire en sorte que, tu vois, qu'on puisse tous être fiers d'avoir réussi ça. Et c'est quoi les trucs les plus hardcore qu'ils disaient, en fait, qui toi t'as touché à l'époque? Je crois qu'il y avait un artiste, je crois que c'était Paris Match à l'époque, sur cet album-là, l'album anglais, qui dit le titre, hein, Matt Pokora vaut de l'or, mais sa musique est en toc. En dur. Revenant avec Timbaland et tout, hein, quand même, tu vois. Et surtout que le single à l'époque rentre numéro 1, Dangerous, mon premier single. Tu vois. Là, toi, quand tu vois ça, t'es comment? Tu te mets en colère, pourquoi s'acharner comme ça sur... On dirait que j'ai pris position pour un truc politique, que j'ai fait une dinguerie, que j'ai frappé quelqu'un dans la rue, que j'ai insulté des gens. Je dis, j'ai sorti un album. Pourquoi un traitement pareil? Mais toi, quand tu lis ça, que t'es tout seul, enfin chez toi... Je ne comprends pas. Je dis, mais comment on peut avoir envie d'être aussi médisant envers quelqu'un de si jeune déjà alors qu'on parle que de musique. Et ça, j'ai vraiment, à 22, 23 ans, j'ai pris une grosse claque. Je me suis dit, waouh, c'était la première fois de ma vie que j'avais affaire à ça, du coup. Et en plus, à l'époque, t'as pas les réseaux sociaux pour désamorcer des trucs. Pour contredire des choses en une heure, c'est relié par tous les sites internet et t'as répondu à l'attaque ou tu vois ou à la mauvaise information, etc. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Et donc ouais, t'as pas à l'époque ce pouvoir-là. Et en plus à l'époque, je fais des concerts en Allemagne, en Pologne, au Mexique, je suis numéro 2 des ventes, en Suède, en Finlande. Je fais des concerts partout en Europe et personne relaie ça. Personne ne dit que je suis 15e des ventes en Suède, top 10 en Allemagne, 2e au Mexique avec mon single, enfin que je fais un concert devant 30 000 personnes en Pologne, dans mon pays d'origine. Enfin, personne ne relaie ça. Personne. Tout ce qui est relaie, c'est juste son album n'est pas rentré très haut dans le top par rapport à ce qu'il espérait. Il fait des chiffres moins bons que son précédent album, etc. C'est que ça qui était relié. Plutôt que de se dire, il a tenté un truc et il a quand même plutôt bien réussi son coup puisque ça a eu un rayonnement plutôt international, cet album. Et donc ça, c'est vrai qu'à l'époque, si j'avais eu un Instagram où j'avais pu faire des stories dans les séances des dédicaces dans tel pays, dans les showcases, les concerts et tout, c'est sûr que c'était plus la même histoire. Et justement, tu me fais une super transition. Souvent, plus la personne elle a une forme de célébrité, plus les personnes s'imaginent la vie de ce gars ou de cette nana, c'est tout rose, c'est la belle vie, célébrité, argent, souvent, etc. Dès qu'on dit un truc, on dit ouais, mais toi, alors non. Et justement, du coup, c'est quoi, toi, dans ta vie, pro ou perso, une chose qui a été vraiment difficile à vivre, ça a été challengeante émotionnellement, et qu'est-ce que ça t'en a appris? Que ce soit récent ou lointain, un truc qui était dur. Non, moi je pense que c'est quand en 2008 mon album marche pas, que mes salles sont à moitié remplies, voire un tiers même, et que tu prends conscience en fait de la chance que t'as quand ça marche. Là t'as eu peur que ça s'arrête? Ouais, tu y penses, t'as 23 ans, tu te dis en général à 23 ans un mec qui a eu un album, un flop qui est passé à travers, en général il revient pas, hein. En général, si t'as si peu d'années de carrière derrière toi, un flop, normalement, tu t'en remets pas. Tu t'en remets un flop quand t'as assis quelque chose, que t'as une carrière déjà bien installée, que t'as un public qui est fidèle et tout. Tu peux avoir un album qui passe à travers, mais c'est pas grave. T'as construit ta carrière sur d'autres choses déjà. Quand t'as à peine 3 tubes et que tu floppes un album, en général, c'est dur de s'en remettre. Et donc là, tu disais dans une interview, c'est pas la phrase exacte, mais tu me redis, qu'à ce moment-là, tu ravales un peu ton ego et tu rebosses un peu day one, quoi. Ouais, faut accepter de dire, en fait, là où tout le monde m'a invité avant sur les plateaux télé, c'est pas le cas, donc il va falloir aller reconvaincre les médias déjà, parce que le public le sentait quand même, il y avait quand même une partie du public, c'était pas tous partis, c'était pas volatilisé, mais tu fais comment donc du coup?
Ben, faut juste se dire que, ben ouais, c'est bien, tu remplissais des salles et tout, c'était génial, t'étais celui que tout le monde voulait inviter sur les plateaux, ben maintenant, il faut accepter qu'il va falloir reconvaincre tous ces gens-là, il va aller reconquérir le public aussi. Mais j'essaie de me mettre dans ta peau, juste pour comprendre. Encore une fois, ça paraît certainement évident pour toi. Mais là, concrètement, ça veut dire quoi faire au quotidien? C'est contacter des médias, c'est... Non, en fait, déjà, ce qui était important à ce moment-là, c'est que je me suis rendu compte avec le traitement que j'avais vu sur mon album anglais, je me dis, il se trompe de mec, c'est pas moi. Hein. Je suis pas comme ça, moi, je suis beau. Enfin, les gens, en fait, avaient beaucoup cette image de, il a sa casquette à l'envers, c'est bling bling, ses lunettes, c'est machin, il fait l'américain, il se la raconte, tu vois, c'était un peu le raccourci. Et les gens ne connaissaient pas qui j'étais, ne savaient pas qui j'étais. Et c'est vrai que j'ai eu cette chance à l'époque d'avoir Dansé avec les stars qui fait sa première saison. Et c'est en fait la première fois, au bout de, donc là, ça faisait 7-8 ans de carrière, c'était la première fois finalement que les gens, en fait, ils commençaient à me découvrir en disant « Ah, mais il a du second degré, il se prend pas au sérieux. Ah, mais en fait, c'est un bosseur. Ah, mais il est sympa, en fait. Mais en fait, ça pourrait être mon cousin, ça pourrait être moi. Ce truc, en fait, il est vachement, tu vois, détente, ce mec. Et il a des valeurs qui nous ressemblent, en fait. » Et là, je pense que pour la première fois, les gens sont attachés à ce que j'étais. Et on fait abstraction de se dire, mais en fait, non, il y a l'artiste, il y avait une façade de ce qu'il donnait pour faire le show. Et à côté, maintenant, on commence à voir un peu humainement quel genre de mec il est, tu vois. Tu l'as vu le docu, j'imagine, avec Beckham? Ouais. Tu dois avoir du coup une forme d'empathie là, parce que c'est hardcore ce qu'il vit. Ouais, alors lui, c'est carrément, on était un ennemi public. Oui, bien sûr. Moi, les gens dans la rue, ils m'aimaient toujours bien. Ils faisaient des sourires. C'est plus la presse qui a envoyé un message négatif d'échec commercial, j'ai envie de dire. Mais pour le coup, lui, c'est vraiment horrible. C'est-à-dire, il y a des gens qui lui crachaient dessus, qui l'insultaient dans la rue. Moi, ça n'a jamais été le cas. C'est intéressant parce que une question que je me posais justement, c'est qu'au moment où finalement, je crois que c'est la Coupe du Monde, il se prend un carton et du coup tout le monde lui en veut. Quelque part juste avant, il est au top de sa carrière, en couple avec Victoria Beckham, qui est elle-même au top de sa carrière. Et donc il est au statut de légende. Mais les gens connaissent pas vraiment le vrai Beckham. Non. Et je me suis demandé dans quelle mesure le fait que les gens ils soient montés si haut, ils avaient pas envie de le redescendre parce qu'ils voient pas encore assez le Beckham humain. Du mec, ouais. Est-ce que tu penses que c'est un peu ça pour toi au moment de l'album en anglais, que finalement ils ont vu la star et ils ont pas encore assez vu l'humain en fait? Ouais, c'est ça, c'est que je m'étais trop concentré sur l'apparence et le truc et que j'avais pas encore compris qu'il fallait que je connecte ma personne, qui je suis dans la vie de tous les jours, à l'artiste. Je dissociais trop les deux en fait. Pour moi, il y avait Matt Pokora, il y avait Mathieu Tota, tu vois. Et en fait, j'ai compris à ce moment-là, il a fallu en fait que je joigne les deux et que dans mes chansons, etc., je commence à raconter des choses, je commence à me parler un peu de moi, de ma vie, de mon vécu, et que je sois en fait, que j'arrête de mettre cette façade dès que j'arrive sur une scène machin, et qu'on voit à travers Matt Pokora le vrai Mathieu, quoi. Mais ce qu'il a vécu, c'est fou en fait, et surtout comment il s'est réfugié dans le travail, il a baissé la tête, il a fait aucune déclaration, il a vécu sa dépression tout seul dans son coin, ce qui peut être d'ailleurs dangereux. Tu le connais d'ailleurs, je crois, David. Je connais un peu à travers aussi des gens qui ont joué avec lui, etc. Mais je l'ai juste croisé 1 ou 2 fois. Okay. Et les 2-3 fois où je l'ai croisé, j'ai vu beaucoup de choses. Vous ressemblez un petit peu. En fait, tu vois, dans sa manière d'être, quand il est dans une pièce. Moi, en l'occurrence, je me suis retrouvé avec lui 1 ou 2 fois au Los Angeles Galaxy. Il allait voir les matchs et moi, j'étais dans la loge présidentielle avec lui. Et je l'ai vu avec les gens qui venaient le voir, qui venaient lui parler déjà. Toujours souriant, toujours de la bienveillance dans son regard quand il pose son regard sur quelqu'un. Et j'ai cette petite anecdote avec lui d'ailleurs où on est dans la loge, etc. Et moi, je pars 1 minute avant et je fais le tour. Et en fait, les voitures sont au niveau des voitures des joueurs. Donc, il faut prendre un ascenseur qui descend jusqu'au sous-sol. Et là, il y a un voiturier où j'avais garé ma voiture et lui avait forcément sa voiture. Et en fait, lui avait pris l'ascenseur. Moi, j'étais parti un peu avant, mais lui avait pris l'ascenseur 1 étage au-dessus. Et en fait, au moment où l'ascenseur descend,
évidemment, le gars de sécu qui me connaît pas du tout là-bas, il met la main, non, genre personne rentre dans l'ascenseur et David Beckham lui dit non, ça va. Il dit rentrez, tu vois. Et il nous laisse rentrer dans l'ascenseur avec lui et tout. Il dit sorry, tu vois, il s'excuse et tout. Et en fait, à chaque fois que j'ai croisé, il y a toujours cette bienveillance, ce truc de non, ça va, ne me faites pas passer pour ce que je ne suis pas. À la sécu et les gens autour, toujours. Et donc, tu vois, il a ce truc très humain et moi, je suis pareil. C'est-à-dire que j'aime me balader, j'aime marcher dans Paris. Alors, je vais pas bomber le torse, c'est moi, Pokora, mais quand les gens me reconnaissent, j'aime bien échanger, parler, on me donne une photo et tout. J'aime ça et j'ai retrouvé ça un peu chez lui. Mais là, il se passe quoi, là, du coup, si tu te balades aux Champs-Élysées, par exemple? Bah, il va y avoir beaucoup de gens qui vont s'arrêter, qui vont dire hey, Matt Pokora, demander une photo, etc. Donc, mais c'est de la bienveillance, encore une fois, tu vois. Ça t'arrive des moments où t'as pas envie que ça arrive et que ça arrive? Je sais pas, tu sais ce que je me dis toujours? Même les moments où c'est un peu plus... Tu sais, tu peux être dans une journée où t'as eu un truc, tu sais, t'es un peu down, ou t'es malade, ou tu vois, des choses comme ça. Et ben, je me dis toujours pourvu que ça dure. Et c'est ce que les gens, souvent, je leur dis, ils me disent ça doit vous embêter à force, hein, quand on vous demande des fois. Je dis, vous savez quoi, madame ou monsieur, pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure, c'est bon signe, ça veut dire que je fais bien mon job si vous venez me voir. Mais du coup, est-ce que ça devient une forme presque de drogue, entre guillemets, d'avoir ce... Bien sûr que c'est une drogue. Au bout de 20 ans, quand t'as grandi, que tu t'es construit en tant qu'homme, sous le regard des gens, que depuis mes 17 ans, en fait... c'est un peu ma manière de jauger où j'en suis. Les réactions des gens dans la rue, à l'aéroport, etc., à la gare. C'est une manière pour moi aussi de ressentir les gens, le public. Et puis, c'est une source de motivation. Ils mettent de l'essence dans mon réservoir aussi. Quand je suis là et que j'ai ces sourires, ces bonjours, on adore ce que vous faites, continuez, ça passe derrière moi. Ah, c'est gentil, merci. Et toutes ces choses-là, ces petits moments... ça me galvanise. Et moi, quand je passe plusieurs mois aux États-Unis et que j'ai pas ça, ça me manque. Je vais pas mentir, ça me manque. Quand j'arrive à l'aéroport à LA et que j'arrive au niveau de l'avion Air France et que là, il commençait à avoir plein de Français de nouveau et que je recommence à voir les regards, les sourires, les hey, Matt, machin, super Matt, machin. Et ben tout de suite, ça me rebooste. Et pour moi, je me suis construit en tant qu'adulte comme ça. Je le dis toujours, j'ai besoin de ça. C'est-à-dire que ma vie d'adulte n'a été faite que de ça. Depuis que j'ai 17 ans, je suis sous le feu des projecteurs, au cœur des gens, du public, sur des émissions de radio, des dédicaces, des concerts. Je sens les gens et j'ai besoin de ça. Et si j'ai pas ça, il me manque quelque chose. Ça fait partie de... Du coup, quand t'es à LA, tu le vis comment? Je le vis bien, mais pas trop longtemps. J'ai besoin de ça, en fait. J'ai vraiment besoin de ressentir les gens, tu vois. C'est pas pour flatter mon ego, hein. C'est juste, voilà, c'est comme une éducation. Un enfant que tu éduques avec des câlins, ça va être quelqu'un qui va être beaucoup plus câlin en grandissant. Et ben un jeune adulte que tu éduques constamment en lui donnant, en lui disant bonjour, en faisant des sourires, en lui disant j'adore ce que tu fais, continue, ouais Matt mon pote, et ben moi ça participe à mon éducation en tant qu'adulte et ça fait ce que je suis. Ça participe à qui je suis et comment je vis les choses et comment après j'ai envie de rendre aussi. C'est aussi ça, c'est parce qu'ils me donnent, quand je suis sur scène, j'ai cette envie de voir les sourires, les yeux briller, puis de leur donner du sourire, de leur donner de l'énergie, de leur donner des bonnes ondes. Et c'est ça en fait. Et comment tu le vis dans des moments, parce que naturellement l'audience, la notoriété ça fluctue, dans des moments où tu peux avoir l'impression, plus c'est très un jeu de perception, tu peux avoir l'impression qu'à l'aéroport, parce qu'il m'a moins reconnu que d'habitude, Comment c'est dans des moments où tu peux psychoter presque en mode je dois t'avouer est-ce que je suis pas dans une phase un petit peu... C'est l'inverse moi, c'est-à-dire que des moments où tu penses que commercialement tu dis on a du mal à sortir un single qui casse tout, tu vois, on a envoyé 1 ou 2 singles qui voilà, sont juste des singles de flux, tu sais, t'as envie de dire qui marquent pas vraiment les esprits et tu dis mais en fait moi c'est l'inverse, c'est au moment où je sors et que je vais dans la rue que je me dis non en fait les gens sont toujours là, il y a toujours cette bienveillance, il y a toujours ce truc, ce lien il est toujours là et pour l'instant il bouge pas d'un poil. Donc c'est plus l'inverse moi. C'est plus les chiffres où je vais me dire putain ça fait 2-3 singles là, j'arrive pas à envoyer j'ai pas su sur cet album avoir le gros hit qui plaît à tout le
monde, tu vois. Mais après, d'un coup, tu te retrouves à... Bon, déjà, quand t'es en tournée, que tu vois les salles pleines, c'est quand même déjà Rassurant. Très rassurant. Mais même une fois que t'as vendu tes places un an avant et que t'es en tournée, mais que tu sens que sur ces singles, il se passe pas grand-chose, mais tu vas à l'aéroport, tu fais un truc et que tu vois les réactions des gens, tu te dis non. La perception des gens n'a pas bougé. T'es toujours là et je pense que après ça, c'est la longévité aussi qui fait ça. C'est que maintenant que je sorte un album qui cartonne ou pas, ou un single qui cartonne ou pas, déjà, quoi qu'il arrive, j'ai un public qui sait ce qu'il va voir en concert, donc il viendra en concert. Il sait qu'il sera pas déçu, que je donne toujours tout, que je fais toujours tout pour qu'ils en aient plein les yeux, plein les oreilles pendant 2 heures. Et la perception des gens dans la rue sera toujours de, en fait, ça y est, je fais partie des familles en quelque sorte, tu vois. Que tu écoutes ou pas ma musique, en fait, c'est cette impression que j'ai là, c'est de faire partie de des 37 familles. ans là, c'est ça? 38. 38. Et ça fait 21 ans, tu vois, que je suis dans la télé, dans le salon des gens, finalement, à travers leurs écrans. Donc, je pense, et c'est un peu ça que je ressens aujourd'hui, c'est que quand je me balade dans la rue, encore une fois, et que t'as je sais pas, le livreur UPS, et il dit hey, Matt, frérot, continue et tout. Mais je sais que le gars écoute pas ma musique. Mais c'est parce qu'en fait, il a peut-être 10 ans de moins que moi, et que en fait, ça fait, il a vécu les 2 tiers de sa vie. J'étais dans son poste de télé et qui m'a vu, tu vois, que ce soit lui ou sa sœur ou quelqu'un qui a dû écouter du Matt Pokora ou quoi, et que il y a ce truc-là qui fait comme moi quand je sais pas. Alors là, je pousse très loin parce que c'est vraiment encore un autre level. Mais tu vois, un Drucker, il fait partie de ma famille parce que j'ai grandi avec. Et il y a tous ces artistes, mais comme Johnny, que moi, j'ai pas écouté. Mais en fait, il fait partie de ma famille parce qu'il m'a toute ma vie, il était quelque part dans une soirée, dans la playlist de la soirée ou dans ma télé parce qu'il y avait son concert ou une émission qui lui était dédiée, ou tu vois. Ouais. Et donc c'est ça un peu aujourd'hui, et c'est ça qui est super kiffant maintenant, c'est que vraiment j'ai... Tu fais partie de la famille de plein de gens. Ouais, et je le sens et les gens me le font ressentir, et c'est ça qui me fait vraiment du bien et qui me manque quand je suis à LA. Juste avant de revenir à l'interview, j'aimerais te présenter rapidement le but de cette chaîne. À Paradoxe, on adore le dev perso et en même temps quelque part on le déteste. En tout cas c'est code. Qu'on soit d'accord, on est certain que des petits changements peuvent changer totalement ta trajectoire de vie. Mais je sais pas toi, nous on en a marre qu'on prenne les gens pour des débiles avec des clichés, des solutions miracles, des contenus qui sont sans nuance ou encore qui t'expliquent qu'il y a qu'une bonne manière de vivre et réussir sa vie. On n'est pas des clones, notre vie elle est complexe, l'humain il est complexe, et c'est pour ça que sur Paradoxe sans filtre, l'intention en tout cas, c'est de s'approcher au plus près de la vraie vie. L'idée c'est que tu t'assoies avec nous pour passer un bon moment avec des gens au parcours hors du commun, souvent inaccessibles, et on découvre ensemble les coulisses de leur vie. On rentre dans leur tête et on fait ressortir les paradoxes qui ont changé leur vie. L'idée c'est de t'apporter un max de valeur. Sur Paradoxe sans fil, tu vas retrouver des formats longs et bruts, le genre qui fait plaisir quand on est à la salle de sport, dans les transports ou simplement quand on a envie de se détendre mais en même temps continuer de nourrir son esprit. Avec toujours une même quête, continuellement chercher à te donner ce qui marche. Si c'est le genre de contenu qui te fait kiffer, je t'invite à t'abonner et cliquer sur la petite cloche. Sache que ça compte énormément pour nous car c'est grâce à ça qu'on peut vous trouver des invités que vous allez adorer et qui sont souvent durs d'accès. En tout cas, si tu t'abonnes, sache que je suis vraiment reconnaissant et que tu vas recevoir du contenu qui déchire. C'est une promesse. Comment tu fais qu'un sportif, entre guillemets, pour exceller, en plus des éléments génétiques, il y a un côté un peu plus, en apparence en tout cas, prédictible dans la manière de s'entraîner, etc. Le côté créatif, artistique, il est moins corrélé à l'effort que tu fournis. C'est-à-dire que si je fais plein d'abdos, logiquement, j'ai des abdos. Ouais. Si je fais plein d'heures de musique, je vais pas forcément avoir un tube qui va cartonner. Si tu fais beaucoup de fractionnés de cardio, tu auras une endurance de fou, etc. Et donc, en fait... comment on sort un tube ? Ou des tubes. Il n'y a pas de recette, en fait. Souvent, j'ai envie de te dire, moi, mes plus gros tubes, ça a été des évidences, des titres qui ont été faits en 2-3 heures. Les planètes, juste une photo de toi, tomber. C'est des titres qui ont été faits dans l'après-midi, quoi. Genre, t'as une idée, t'es inspiré. Ouais, après, c'est pas... Tu vois, photo de toi, j'ai écrit composé. Les planètes, non, tu vois, c'est des... Mais ça se passe comment dans ces moments-là ? Ces tubes, c'est quoi les points communs ? En fait, je pense que le tube, c'est quelque chose qui est pas très cérébral au final. Faut que ça... C'est un truc qui est un peu instinctif quand tu poses tes lignes de chant. Et le tube, en général, c'est des mots simples. C'est souvent, comme disait Gainsbourg, raconte leur histoire, pas la tienne. Évidemment, à travers ton histoire, tu racontes un peu celle de plein de gens. Et en fait, c'est souvent des titres dans lesquels les gens se reconnaissent parce qu'ils ont vécu une rupture amoureuse, parce qu'ils ont vécu un coup de foudre, parce qu'ils ont vécu la perte d'un être cher, parce que
Tu vois, il y a toutes ces choses-là qui font qu'en fait, ils ont été papa, maman. Donc en fait, souvent, c'est un titre dans lequel les gens se rattachent à l'histoire parce qu'ils l'ont vécu, ou ils ont vécu des choses un peu similaires à l'histoire que tu racontes. Et c'est des mots assez simples en général. C'est pas... Donc c'est simple dans les mots. Faut pas que ce soit trop cérébral non plus. Ça connecte avec ce que vivent les gens. Avec le cœur, en fait. Faut pas que ce soit trop cérébral, hein, une chanson, pour que ce soit un tube finalement, tu vois. Et tu penses, imaginons que je suis artiste et que j'ai envie d'augmenter mes chances d'arriver à sortir un tube, ça serait quoi que tu me conseillerais en fait? Est-ce que c'est une question de sortir un maximum de musique et parmi ça il va en avoir un? Est-ce que je peux déjà orchestrer un tube? Ou en tout cas augmenter mes chances? Alors, t'as des accords magiques, tu sais, t'as des accords... tu peux regarder sur YouTube, tu peux regarder, tu tapes accords magiques, et puis tu as des mecs qui te font des medleys de toutes les chansons qui ont été faites sur tel ou tel accord, parce que tu as des accords harmoniquement, c'est plus ouvert, donc ça te permet de trouver plein de démarrages, de mélodies, de choses. Il y a plein de possibilités, il y a des accords qui te permettent d'avoir plein de possibilités. Donc ça peut être une base de départ, mais la vérité, c'est pas comme ça que tu dois fonctionner. Déjà, en général, moi, je me dis, bon, cet album, c'est qu'est-ce que je viens de vivre, qu'est-ce que j'ai envie de raconter. Tu vois, mon dernier album en date, c'était Épicentre, il y a 1 an et demi. Et je voulais parler de ma paternité, de toutes ces choses maintenant qui font que mon énergie est centrée autour de ma famille, de mes enfants, donc Épicentre. Et c'était un peu beaucoup de thèmes par rapport à ça. L'album d'avant, Pyramide, je voulais un truc de science-fiction, je voulais un truc un peu, tu vois... où les gens voyageaient vraiment à travers des univers et tous les sons étaient pas assez cinématographiques, etc. Tu vois, il y avait des trucs un peu épiques, tu vois, des synthés, des trucs. Donc voilà, et en fait, moi de base, déjà, c'est ça la direction. Donc c'est beaucoup en lien avec ce que toi tu vis. En lien avec ce que tu vis. Et après, j'ai envie de te dire... oui, quand tu fais un album, tu as envie de faire des tubes, mais tu te mets pas en studio en disant « Alors, c'est quoi la recette du tube ?» Ouais. Tu vois ? Non, tu te dis qu'est-ce que les gens ont aimé de moi ? Quel est mon public aussi ? Qui sont les gens qui viennent me voir ? Qu'est-ce qu'ils aiment comme musique ? Qu'est-ce qu'ils aiment comme ondes ? Sur quoi ils réagissent quand on est en concert ? C'est quoi où d'un coup tout le monde se lève, réagit ? C'est quoi, tu vois ? Et donc c'est toutes ces choses-là aussi. Donc tu dois quand même penser à ça. Et je te dis après, je pense que c'est la mauvaise manière de penser, de dire c'est quoi la recette du tube ? Et dans l'autre sens, imaginons que j'ai rencontré pas mal d'artistes qui ont eu un gros succès et qui ensuite ont progressivement disparu, dans différents types d'ailleurs de musique. Selon toi, si on faisait un guide de comment ne pas durer, ça serait quoi les choses à faire pour ne pas durer en fait ? Je sais que c'est une question un peu inversée. Non, parce que moi je dis souvent, faut que toi, ton nom, soit plus fort que ta musique. C'est-à-dire que Matt Pokora doit être plus fort que sa musique en termes d'image et d'impact. C'est-à-dire que si demain j'ai pas de tube, il faut que je remplisse quand même mes salles quand je parte en tournée. Si j'ai pas le gros tube, il faut pas que je sois dépendant d'un tube pour remplir mes salles, ou tu vois. Donc ça passe par avoir de la personnalité justement. C'est-à-dire quand tu as envie de dire quelque chose, tu le dis. Il y a des pour, il y a des contre, mais au moins il y a quelque chose à quoi se rattacher chez toi. La matière, quoi. C'est ça. C'est de se dire. J'ai des choses à dire, je les revendique, je le dis. Quand j'ai envie d'ouvrir ma bouche, je vais le faire. Je vais pas réfléchir tout de suite à est-ce que les gens vont être contre ou pour, est-ce que je vais perdre du public, est-ce que non. J'ai envie que les gens m'aiment aussi pour ce que je suis, pour l'homme que je suis, au-delà de l'artiste. Et je pense que c'est ce qui définit aussi une carrière. Si t'es trop lisse, demain, ton prochain album, il n'y a pas de tube dessus, tes salles seront pas remplies, tu disparais. Faut qu'en fait les gens s'attachent à ta personne et à l'artiste, rattaché lui à l'humain, plus que la musique. C'est ça aujourd'hui, pour durer, j'ai envie de te dire. Et je dis souvent, t'as des grands artistes, ils remplissent des stades au bout de 20, 30 ans de carrière, mais leur dernier tube, il date d'il y a 10, 15 ans, tu vois. Je parle de vrais tubes que tout le monde chante, petit comme grand, comme... Et en fait, mais personne remet en question que c'est un grand artiste parce qu'il n'a pas sorti de tube depuis 15 ans. Il en a fait avant, tu vois. Mais en fait, c'est parce que... l'image, le nom est tellement fort que c'est pas le tube qui importe aujourd'hui, c'est pas
tu vas pas voir son nouveau tube sur scène, vas le voir lui. Et c'était ça, moi, quand j'ai commencé, c'était ça le but aussi, c'était de me dire, il faut aussi que moi, en tant qu'homme, en tant qu'artiste, je prenne de l'importance, en fait, et que ma valeur ne soit pas que reliée et ne dépende pas que du tube du moment de l'album que je viens de sortir. Super intéressant. Et toi, ta vision, c'est quoi entre, par exemple, une vision à la Mylène Farmer où Moi, de toute façon, c'est ça. Moi, ma vision, si je dois mettre en France ceux qui étaient mes rôles modèles en artistes français, c'était Mylène, Johnny, Patrick Bruel. Les gens qui ont grandi avec leur public. Parce que surtout quand tu commences à 17 ans. Le truc touchy, moi, quand j'ai commencé, c'est que quand tu commences à 17 ans, ça veut dire que tu as un public d'ado. Mais le public d'ado, au bout de 3-4 ans, normalement, il passe à autre chose. Et moi, ce qu'il fallait, c'est aussi que je grandisse avec mon public. Et c'est pour ça que tu as souvent des artistes qui ont un public d'ado. En général, ils dépassent rarement les 4-5 ans de carrière. Tu vois ? Que ce soit femme, homme, souvent 4-5 ans de carrière. Après, petit à petit, ils passent à autre chose. Ils auront toujours une tendresse pour toi parce que ça fait partie d'un moment de leur vie qui était quand même important au moment où ils se construisent en tant qu'ado, en tant qu'adulte, jeunes adultes. Mais si tu grandis pas avec eux, voilà, c'est assez délicat. Et moi, pourquoi j'ai regardé aussi les Johnny, les Bruel, c'est que c'est des gars qui avaient commencé très jeunes et qui ont grandi avec leur public au final. C'est-à-dire que les ados d'il y a 20 ans, chez moi, sont aujourd'hui des jeunes mamans qui viennent avec leurs enfants, qui eux ont 8 ans au concert, 7-8 ans. Et tu vois, ça m'intrigue ce que tu dis dans le sens où, là j'ai un artiste en tête, j'ai pas donné son nom, qui galère il a eu des immense succès et il galère à le retrouver, à le reprendre. Et je demandais à ma femme, qu'est-ce que t'en penses, comment ça se fait, qu'est-ce qui manque, pourquoi ça marche pas plus. Et sa vision, elle me disait, j'ai l'impression qu'il reste trop bloqué par rapport à ce qui a marché pour lui. Et donc tout à l'heure, tu disais justement que tu te poses quand même la question de qu'est-ce que mon audience a aimé de moi. Comment on trouve la bonne frontière entre... renouveler, mais en même temps avoir ton ADN. Déjà, c'est... Bon, moi, j'écoute plein de choses. L'avantage, c'est que moi, je peux me balader sur plein de registres parce que j'aime vraiment beaucoup de choses. C'est-à-dire que moi, je suis venu à la musique par Michael Jackson et Dire Straits et Genesis et Jean-Michel Jarre et Goldman. Et après, plus tard, j'étais dans les années 2000 R&B, hip-hop. Mais en même temps, je suis un gros fan de Coldplay. Puis j'adore Ed Sheeran. Enfin, tu vois, donc... large. Moi, vraiment, j'aime la musique, en fait. J'aime la musique et pour moi, il n'y a pas de ça, c'est stylé. Ça, pour moi, il n'y a pas de musique stylée. Pour moi, il y a une musique qui vient te chercher au cœur, qui te provoque une émotion, un frisson, une envie de danser, un sourire, un sentiment de bien-être. Et pour moi, il n'y a pas de catégorie, ça c'est branché, ça c'est stylé. Non, il y a de la musique qui vient te toucher à différents endroits, au cœur, aux tripes, à la tête, enfin... Et c'est ça qui pour moi compte. Donc moi, je pense pas déjà à un style quand je commence un album. Évidemment, mon style de prédilection, c'est plus le R&B, la musique qu'on dit un peu urbaine aujourd'hui, pop urbaine. C'est de là que je viens. Donc, il y aura toujours peut-être ces sonorités un peu dans les productions de mes titres. On sentira un peu toujours cette direction-là. Mais ça m'éclate aussi de chanter une belle chanson de variété et une chanson de pop. Et vraiment, j'aime trop de choses pour me cantonner à un style. Ce qui, des fois, peut porter un peu préjudice à un album parce que du coup, il n'y a pas une direction claire et tu sais pas trop sur quel pied danser. Mais moi, je prends du plaisir. Et je sais qu'aussi, le public qui vient dans mes salles, il aime écouter aussi bien Elle me contrôle, juste une photo de toi, que À nos actes manqués, que Les planètes tombées, etc. Donc voilà, et enfin, sur ma setlist en concert, t'as au moins 3-4 styles différents de chansons, tu vois. D'univers en tout cas. Mais ce qui aussi définit aussi mon public, je pense que c'est peut-être aussi comme ça que je les ai habitués au final aussi. C'est à leur donner un peu plein de choses. Dans qui tu es, quoi. Ouais. Et puis je pense encore une fois, je pense que t'écoutes du rap ou pas, À nos actes manqués, je te le joue, tu vas faire et tu vois, il y a des titres comme ça qui attrapent tout le monde parce que ça vient faire appel ou au gamin qui est en toi ou tu vois. Dans ton parcours, c'est quoi des anecdotes? J'imagine que t'as vécu plein de trucs divers et variés, de plus ou moins fous. T'as des anecdotes à raconter qui me permettent de mieux se projeter dans la vie de Matt Pokora? Dans le métier? Peu importe. Métier, rencontre,
moment un peu de challengeant, peu importe ce que c'est. Bon, après, il y a des trucs, là, je parle même pas par rapport relayé à mon métier ou quoi, mais en fait, il y a un truc commun aux grands artistes, aux grands acteurs, actrices, et c'est qu'ils sont profondément humains. Ils sont connectés à la vie, à la réalité et à ce qui se passe autour d'eux. Je dis souvent à mes enfants, quand on rentre dans une pièce, on regarde les gens dans les yeux. On dit bonjour, on regarde dans les yeux. Et on regarde toujours, on fait attention à ce qu'il y a autour de nous, ce qui se passe. Et moi, je déteste les artistes ou les acteurs, etc., qui rentrent dans une pièce et tu sais qu'ils filent tout droit, qu'ils regardent même pas autour d'eux, alors que t'as des gens qui ont 10 fois leur carrière qui étaient dans cette pièce, tu vois. Mais eux, parce qu'ils ont peut-être un momentum, ils sont des trucs qui, tu sais, ils se prennent pour des autres. Et tu vois, j'étais avec ma belle-fille qui était fan de Ariana Grande. Je parle de ça il y a 4-5 ans. Et je l'emmène voir Ariana Grande à Los Angeles, le concert. Et pendant le show, tu sais, elle vient sur mes épaules. Elle était toute petite à ce moment, elle était sur mes épaules. Elle me prenait, elle était debout sur son siège, elle chantait et tout. Et je fais pas trop gaffe à qui y a devant moi et tout. Et je vois qu'il y a une femme, 1-2 fois, elle sourit brièvement, elle regarde ma belle-fille, elle lui sourit et tout. Et à un moment, donc, elle s'endort au bout de 50 minutes de concert, elle s'endort. Et donc, moi, je suis bloqué au concert d'Ariana Grande, assis avec ma belle-fille sur le truc, je peux plus bouger, elle dort et tout. Et cette femme se retourne, et elle avait une casquette ou un truc, je sais pas. Et en fait, je regarde, et c'est Julia Roberts. Et en fait, elle dit « You guys are so cute ». Et en fait, j'ai mon portable dans la main, tu sais, comme ça. Et je tiens la petite qui dort sur mon épaule. Elle dit « Donnez-moi votre portable, je vous prends une photo, c'est trop mignon et tout ». Et donc, je lui donne mon portable et elle me prend en photo avec la petite en train de dormir sur moi et tout. Et tu vois, c'est le point commun avec souvent les grands acteurs, actrices, chanteurs, sportifs que j'ai croisés dans ma vie. Il y a toujours ce truc de bienveillance. La bienveillance dont ils font preuve, tu vois. Évidemment, elle ne savait pas du tout que j'étais Matt Pokora, hein, Julia Roberts au moment où elle se retourne. En tout cas, je doute fort. Et tu vois, juste ces petits moments d'humanité, tu sais, tu regardes quelqu'un autour de toi, tu les trouves choux, mais tu prends le temps de leur dire « Vous êtes trop chou, vous êtes trop mignon, je peux vous prendre... » C'est comme, tu sais, t'es dans la rue, je dis toujours, un regard, un merci, un bonne journée, vous êtes très jolie, madame. C'est sans arrière-pensée, sans rien d'autre. Oh, vous êtes trop mignon avec votre fils ou votre machin et tout. Et tous ces petits mots-là font que, tu vois, c'est de la bienveillance, ça fait du bien à tout le monde au final. Et c'est des trucs auxquels on est tous sensibles. Peu importe, je pense, notre statut dans la société. Et je pense que ça, c'est le truc commun à tous les grands acteurs, actrices, machin que j'ai pu croiser. Et c'est qu'il n'y a pas de secret, c'est qu'ils sont connectés à l'humain. Est-ce qu'il y a un lien avec une phrase que tu as dit, je ne sais plus si c'était dans Click, tu dis, il y a un truc auquel tu crois beaucoup, c'est le karma, un truc comme ça. Ouais, le karma, ouais. Il y a un lien avec ce que tu es en train de dire là ou pas ? Oui, le karma, je crois beaucoup, exactement. Toutes les ondes que tu envoies, elles te reviennent. Et je pense que d'envoyer des bonnes ondes toute la journée, hein, je parle quand tu es dans une pièce autour des gens, de donner des sourires, des merci, des au revoir, des bonjours, des excusez-moi, allez-y. Toutes ces choses-là, c'est des petits détails, hein, mais qui envoient des bons signaux. Et moi, j'ai vraiment cette façon de voir les choses, que ce soit dans mon métier ou dans ma vie d'homme, de citoyen au quotidien. Tu vois, je parle pas que de l'artiste qui est gentil sur scène ou machin, et truc. Non, c'est dans la vie de tous les jours. Tout au quotidien, d'être bienveillant. Déjà, on a besoin de bienveillance dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. On a besoin de ça parce que malheureusement, on fait la lumière sur l'infime minorité qui fait du mal ou qui dit du mal aujourd'hui sur les réseaux, etc. Je te fais court, hein. Aujourd'hui, beaucoup de médias vont faire un article par rapport aux 50 commentaires négatifs qu'il y a eu sur Twitter sur la prestation d'un mec versus les 800 positifs qu'il y a eu. Ils vont prendre 50, ils vont dire « Ah, il s'est fait déchirer sur la toile ». Mais attends, tu me parles de 50 commentaires alors que la prestation, elle a été likée 10 000 fois. Donc déjà, il y a un prorata tu vois, de j'aime pas par rapport à
la manière dont tu présentes la chose, on n'est pas raccord avec la vérité, tu vois. Donc je pense que, tu vois, déjà, on est dans une société aujourd'hui où on met vachement le négatif en avant. Et du coup, je pense que c'est bien de se concentrer sur le positif, sur les choses qui vont bien, les choses aussi qu'il y a de bien chez les gens. Et moi, voilà, je pense qu'on a besoin de bienveillance, on a besoin de bonnes ondes. Quelques petites questions rapides. C'est quoi un des mauvais conseils selon toi qu'on donne trop souvent aux artistes? Un mauvais conseil? Un conseil qu'on donne aux artistes, toi t'es pas d'accord avec? Bah, comme on en parlait tout à l'heure, de parler de tube avant de vouloir parler de l'artiste. C'est-à-dire, faut construire un artiste avant de construire un tube. Il faut déjà avoir une personnalité, quelque chose à dire déjà en tant qu'humain, en tant que personne, avant de vouloir dire en chanson. Si tu pouvais la manger au restaurant avec n'importe qui, vivant ou décédé, tu peux construire une table, ça peut être une personne ou plusieurs, tu manges avec qui? Oh, bonne question. Très stylé, ça. Alors, je mettrais Michael Jackson déjà, pour sa vision, enfin, j'aurais tellement de choses à lui demander. T'as pu le voir en concert ou pas? Jamais, non. Je mettrais Zlatan. Ok. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui doit avoir des conversations très intéressantes. T'aimes quoi son personnage? C'est un personnage Zlatan. En fait, je sais que c'est quelqu'un de très bien équilibré dans sa tête, de très bien équilibré physiquement aussi, tu vois. C'est quelqu'un qui fait très attention à tout. En fait, lui, il s'est construit un personnage pour le foot, pour le business et tout. Déjà, il m'intrigue, un mec qui peut avoir n'importe quelle célébrité comme pote à ses pieds et tout, que le gars, ses meilleurs amis soient des pêcheurs en Suède, avec des grosses barres, des mecs tout. Je me dis, le mec, c'est qu'en fait, intérieurement, il doit être vraiment dans un next level, parce qu'en fait, il est pas du tout dans ce truc de la fame, de se montrer avec un tel. Et en fait, ce qui l'intéresse, c'est vraiment les humains et tout. Donc ouais, je pense qu'en fait, il doit être fascinant. Et t'essayes pas de rencontrer un mec comme ça, par exemple? Je l'ai croisé 2-3 fois, mais tu sais, c'était vraiment dans le truc d'after, d'un truc où aux enfoirés, ils venaient, machin, t'as pas le temps de te poser. Moi, tu vois, parler, poser des vraies questions, tu vois, rentrer dans l'histoire vraiment au plus profond de ce que la personne, elle a vécu et tout, tu vois. Donc, je mettrais Michael Jackson, je mettrais Zlatan, je mettrais Nelson Mandela. Ok. Pour tout ce qu'il a traversé, tout ce qu'il a vécu, les combats qu'il a menés, tout ce qu'il a vu. Je mettrais mon grand-père qui est venu de Pologne, que j'ai jamais rencontré. Ok. Qui est mort quand mon papa avait 15 ans. Je mettrais mon grand-père. Je veux savoir son histoire, pourquoi qu'est-ce qui l'a emmené ici. Évidemment, il y avait la guerre à l'époque, mais je veux dire, pourquoi cette région, pourquoi si, d'où il vient, enfin, tu sais, vraiment son enfance, mes racines, quoi. Je mettrais mon grand-père, je mettrais Nelson Mandela, Zlatan, Michael Jackson. On est bien là déjà. Et on va mettre une femme, Joséphine Baker. Ok. Tu vois. Ouais, parce qu'elle a bougé des lignes et tout, tu vois. Et ouais, c'est intéressant aussi d'avoir un moment où tout l'entertainment c'était pas ouvert, etc. Enfin, que c'était assez cloisonné. Ouais, Joséphine Baker, ouais. Ça fait une sacrée table. Ouais. Ouais, ça ferait une sacrée table. Ça ferait une bonne ambiance. Bon, ça reste plutôt, tu vois, des trucs, tu vois, je reste plutôt dans le divertissement et tout, mais je pense que Mandela, lui, pour le coup, il va rassembler. Ouais, je pense qu'il va rassembler tellement de choses et tellement de sujets. Ouais. Je pense qu'il peut mettre tout le monde d'accord là dans la table. Ouais, je pense aussi. C'est quoi une leçon que t'as apprise dans la difficulté et la douleur? Leaders lead. Les leaders lead. Et donc, si t'es convaincu que t'es un leader, ben, c'est toi qui vas montrer la voie dans la difficulté. C'est toi qui dois être le premier, en première ligne. Tu l'as appris comment, ça? Je l'ai appris, parce qu'en fait, un soir, sur Robin des Bois, avant un show, il y a la production qui me convoque, parce que j'étais le capitaine du bateau, évidemment. Il dit, ça fait 3 soirs que le show, il est pas bien, l'énergie sur scène, les gens n'y sont pas et tout. Je réfléchis, mais pas longtemps. Au bout d'une minute, je dis, attends, c'est de ma faute. Ils me disent, comment ça? Je dis, c'est de ma faute. Parce qu'en fait, depuis 2 mois, là, c'est la première fois de ma vie où je viens travailler au même endroit tous les jours, je fais la même chose et je sors pas du cadre parce que tout est écrit dans une comédie musicale, tu peux pas parler au public et tu vois. C'est pas le spectacle vivant comme un concert.
Et je dis, en fait, avec cette routine, je me suis un peu reposé sur mes lauriers et en fait, je commence à faire le con. Parce qu'en fait, comme je suis en pilote automatique, je cherche des choses pour m'amuser un peu sur scène et du coup, je fais des blagues à des gens, je rigole. Donc en fait, tous les danseurs, tous les chanteurs, ils me voient rigoler, ils me voient être détente, donc ils ont tous relâché. Le soir même, je me suis remis en mode machin et je leur dis alors, elle dit, bah, c'était le jour et la nuit. Et du coup, je dis, bah, ok. Et j'ai compris que... Tu dois montrer l'exemple. Même si tu as des machines de guerre autour de toi, si les gens te considèrent comme le leader et que tu es désigné leader, c'est à toi de donner l'énergie. Et donc, depuis, que ce soit sur mes tournées avec mes techniciens, en prépa, en répète, etc., premier arrivé, dernier parti, je vais voir tout le monde, je cours dans tous les sens, je suis constamment là. Et en fait, quand les gens te voient investi comme ça, ils disent, on n'a pas le choix que d'être investi comme lui. De toute façon, il voit tellement tout, il sait tellement tout ce qui est censé se passer, que si on le fait mal, il va le voir direct. Tu vois. Et puis voilà, c'est motivant pour des gens de travailler avec quelqu'un de motivé et qui donne tout en fait et ça, pareil, on parlait encore de respect, mais les gens se sentent respectés, ils se disent ah ouais, mais qu'il est là à tous les trucs, il va voir tout le monde et tout, ok, donc on est tous ensemble sur le même bateau, donc on va pousser notre leader, tu vois. Et ma dernière question, ça a changé quoi le fait d'être papa dans ta vie? Beaucoup de choses, hein. Sensibilité déjà. Sensibilité, je suis à fleur de peau pour n'importe quoi qui touche à la famille, à la transmission, aux valeurs justement de la famille. Moi, un film, maintenant, pour tout et pour n'importe quoi, je peux pleurer. Hein. Vraiment, ça va très vite parce qu'en fait, tout de suite, ça résonne chez moi. Mais c'était pas le cas avant. Non, maintenant, tu te rends pas compte quand t'as pas d'enfant, tu peux pas comprendre à quel point... certaines valeurs et certaines choses sont importantes dans la vie, tu vois. Et donc, ouais, ça a changé déjà ma sensibilité, beaucoup plus sensible. Et puis, le sens des priorités. Tu vis pour eux plus que pour toi. Et même s'il faut pas s'oublier, hein, c'est important de vivre aussi pour toi et pour ton couple, etc. Hein. Mais aujourd'hui, ouais, tout est pensé en fonction d'eux, de leur scolarité, etc. Bah non, on peut pas partir là parce que scolarité oblige et on peut en plein milieu d'année on peut pas aller à Los Angeles ou machin. Si on commence, on reste là. Enfin, toute l'organisation de ma vie est faite autour d'eux. Et comment tu gères les tournées, tout ça? C'est pas facile, hein. Là, tu vois, quand j'enchaînais les dates en fin d'année dernière, il y avait 5 jours par semaine où j'étais pas sur la route. Donc pour mes enfants, c'est pas facile. Je rentre, des fois, je reste une demi-journée, je refais une valise. Et j'ai eu une crise à un moment de mon fils vers la fin de la première partie de tournée où il a crié, il dit je veux pas que tu partes et tout parce que en fait ils attendent quoi. Et puis tu sais, c'est des enfants que j'ai eu pendant la pandémie en 2020, 2021, donc on était beaucoup ensemble puisque y a beaucoup de choses qu'on ne pouvait plus faire. Et donc mon premier, il est né en plein Covid, il est né en janvier 2020. Wow. Donc les 10-12 premiers mois de sa vie, on était H24 ensemble, collés, tu vois. Et donc, c'est difficile pour lui de me voir partir en tournée, etc. Surtout que depuis qu'ils étaient nés, j'avais pas fait de tournée, puisque ma tournée en cours à l'époque a été annulée. Après la naissance de mon fils, il y a eu le confinement, etc. Donc, c'était en fait, cette tournée, c'était la première fois que je partais en tournée depuis que j'avais mes enfants. Donc, pour eux, c'était la première fois de dire « Ah ouais, mais en fait, papa, il part tout le temps, quoi. » Tu vois. Et donc ouais, ça c'est pas facile, mais ouais, les enfants ça change tout, tes priorités, ta sensibilité et même ton attitude, hein. J'étais plutôt du genre à dire plein de gros mots devant la télé, sur un match de foot. Mais c'est fini ça. Ah ouais, là ou s'il y en a un qui sort, tout de suite wow, qu'est-ce que je viens de dire, pourvu qu'il ait pas entendu, il faisait quoi, il était en train de jouer, il a pas entendu ça. Tu vois, c'est tout ça en fait, ton attitude et tes responsabilités, le sens des responsabilités, tu vois. Ça développe encore d'autres sens chez toi, tu vois. Et en tant qu'humain, ça peut que te rendre meilleur d'être parent. Ça développe d'autres sens de responsabilité, des priorités. Tu vois, moi je pense que je suis vraiment devenu un homme à ce moment-là. Stylé. Ouais. Merci Matt. Merci à toi, avec plaisir. Yes.